C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouveau podcast débat qu'on a lancé il y a quelques semaines. Donc, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va traiter la question de l'intelligence artificielle. On a lancé il y a quelques semaines. Donc, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va traiter la question de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'intelligence humaine? Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Adel Ben Youssef, qui est spécialiste du domaine, professeur Big Data et Mobile Business. Monsieur Lambert Roubik, ingénieur data science. Bienvenue à tous. Nous avons aussi avec nous Nessim Belloir et Monsieur Red Lebic. Donc bonjour à tous. Bonjour Ouda, salut. Bonjour. Et bonjour à nos auditeurs. Donc aujourd'hui, je me présente moi-même, Ouda Bendib, je suis architecte, chef d'entreprise. La dernière fois, nous avons abordé lors d'un podcast débat la question des smart cities, leur enjeu. Et aujourd'hui, on va commencer ce podcast par la présentation des intervenants. Je donne la parole à Monsieur Ben Youssef. Bonsoir Adel. Oui, bonsoir Ouda. Alors, dis-nous. Je vous laisse un petit moment, je vais faire le tour pour que chacun puisse faire sa présentation. D'accord. Voilà. Merci de m'accueillir dans ce podcast. C'est une première pour moi. C'est la première fois que je fais un podcast en ligne. Donc je vais essayer d'être pas trop bavard et surtout être précis auprès des auditeurs. Moi, je m'appelle Adel Ben Youssef. Je suis chef d'entreprise basé à Bordeaux. Donc, je dirige une entreprise qui s'appelle Accelerate Systems. Et nous sommes acteurs du Big Data depuis 2009. Nous avons à notre actif beaucoup de clients qui ont muté vers ces architectures et qui aujourd'hui se posent la question avec bien évidemment l'aide du buzz médiatique qui est fait autour de l'intelligence artificielle. Donc nos clients se posent la question sur comment mettre en place une IA, comment l'IA peut sauver la vie de leurs entreprises, comment l'IA va probablement révolutionner le monde industriel, et comment aussi ils nous posent aussi la question sur leurs craintes et leurs craintes par rapport à ces questions-là, notamment est-ce que l'IA ne va pas remplacer des métiers, est-ce que l'IA ne va pas remplacer ne va pas pousser des entreprises à licencier. Et j'avoue que moi, je reste un peu curieux. De voir comment l'espace médiatique s'est emparé du sujet. Et au lieu d'avoir une approche plutôt apaisée du débat, d'avoir des discussions d'information, de sensibilisation, on rentre rapidement dans des discussions conflictuelles tout de suite sur le oui ou non de cette question. Moi, je suis plutôt favorable à d'abord une explication, qu'on explique ce que c'est l'intelligence artificielle. Oui, on va revenir dessus, Adèle, pour faire une petite définition de ce que c'est l'intelligence artificielle, notamment pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre un peu de quoi il s'agit, notamment le grand public et qui ne connaissent pas du tout c'est quoi. Alors, tant que personne n'est d'accord sur la définition. Oui. Alors, Lambert. Qui est Lambert Rozik? Du coup, oui, ça fait une très bonne transition. Ouais, donc, moi, je me présente, Lambert Rozik. Je suis ingénieur chez AK Technologies. Donc, et je suis aussi l'auteur du blog Pensée artificielle, dont l'objectif est de démystifier l'intelligence artificielle sans tomber dans les travers de la surenchère, etc. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler un peu de ce que j'ai appris ces dernières années auprès de clients sur des cas concrets, et aussi d'un point de vue un peu plus théorique, mais sans rentrer dans les détails, bien sûr, au niveau de vulgarisation et de tout ce qu'il y a à dire autour de l'IA au final, qui est un sujet très très vaste. Très bien. Nessim.
Bonsoir à tous. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On a vraiment aujourd'hui l'honneur de vous recevoir. C'est des invités de qualité. Et en plus, on va traiter d'un sujet qui est un sujet d'actualité et c'est un sujet d'avenir qui nous concerne tous. Et c'est pour cela qu'on a choisi d'ailleurs ce sujet pour nos premiers podcasts. Donc je vais laisser la parole avec Red qui est avec moi et on s'excuse à la place de Majoub qui est injoignable, on n'a pas pu le joindre. Néanmoins, On s'excuse. oui, on s'excuse mais néanmoins on va essayer de faire un Il va débat. nous rejoindre au moment du podcast, peut-être qu'il va réapparaître. Oui. Ouais. Donc je me présente, c'est Red. Je prépare en ce moment un master en management des services. Donc je suis à mi-temps étudiant et à mi-temps marketeur. Je suis passionné par les nouvelles technologies appelées NTIC et aussi NBIC que j'utilise en tant que marketeur. Donc je les utilise dans le SEO par exemple, dans le Search Engine Optimizations, dans les chatbots de Messenger, dans le growth hacking, etc. Donc l'intelligence artificielle, je sens que elle prend de plus en plus de place dans l'activité digitale ces derniers temps, et du coup je m'intéresse vraiment à ce sujet et je pense que on ne devrait pas être seulement spectateur mais aussi acteur de cette révolution digitale qui se passe en ce moment, parce que on a tout devant nous, c'est-à-dire il n'y a qu'à voir sur internet, on peut tout avoir, accès à tous les documents, etc. Et donc je pense qu'il faut être aussi acteur de cette révolution. Voilà. Oui, je te remercierai. Alors pour justement commencer, moi je souhaiterais que soit Adel ou soit l'autre qui puisse justement, on dit intelligence artificielle, donc c'est quand même une technologie émergente. On parle souvent d'algorithmes, de l'éthique des algorithmes, mais aujourd'hui en fait on parle à un grand public. Donc est-ce que vous pouvez nous donner un petit historique justement de cette intelligence artificielle? Quand est-ce que ça a commencé? Et puis nous faire des petites définitions. Vous m'entendez bien là? Oui, tout à fait. Oui, très bien. Oui, Très bien. Alors, je vous donne la parole soit à Adel, soit à Lambert. Sinon les deux. Moi je voudrais avoir la définition des deux, si c'est possible. Voilà, allez-y. D'accord. Alors moi je suis informaticien, donc dans mes études d'informatique, j'ai appris à un moment donné l'ordinateur par des travaux d'un monsieur à qui on doit rendre honneur aujourd'hui, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, Alan Turing. Monsieur Alan Turing, bien évidemment, est le père de tout ce qui est ordinateur tel qu'il est conçu aujourd'hui, l'ordinateur, on va dire, électronique, mais c'est le monsieur qui a été le premier à travailler sur une théorie qu'il a nommée intelligence artificielle dès les années 30, enfin exactement dans les années 36, où il a présenté une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing. D'accord, très bien. Voilà, c'est une machine complexe qui introduit des notions de programmation, des notions d'algorithmie, et là, j'en profite pour rendre hommage, bien évidemment, au père de l'algorithme, et celui qui a donné son nom à l'algorithme, c'est Ibn Musa al-Khawarizmi, ce qui est très très important aussi à préciser, qui était ouzbek, mais qui était l'un des premiers à travailler sur les algorithmes. Je rends aussi hommage à la première programmeuse du monde qui s'appelle Ada Lovelace. Donc tout cela ne s'est pas fait d'un coup. Et pourquoi je précise ça, c'est pour dire tout simplement que l'intelligence artificielle, c'est pas parce que le monde médiatique a décidé de s'en emparer aujourd'hui pour dire que c'est une révolution ou que c'est une nouveauté. Oui, tout à c'est fait. un sujet. C'est bien précisé, Adèle, effectivement. Voilà, c'est un sujet très très sérieux sur lequel planchent plusieurs mathématiciens, et là je tends la perche à Lambert, parce que c'est un domaine qui est issu de la croisée entre les mathématiques et l'informatique. Et c'est là où ça devient que le sujet va devenir très très intéressant, parce que
pour beaucoup, l'intelligence artificielle se résume à de la programmation. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui nomment intelligence artificielle de simples programmes informatiques. Tout à fait, on l'utilise même dans le domaine de l'architecture et de la construction. Voilà, et ça devient compliqué parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça se résume en un test en fait, qu'on appellera le test de Turing. Et Lambert, je te laisse la parole si tu veux parler de ce domaine-là qui est peut-être aussi ta spécialité. Alors, merci. Pour rebondir sur ce que tu disais, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle repose énormément sur les mathématiques. Ça, c'est indubitable. Si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, on a du mal à travailler avec. Je le vois au jour le jour, de toute façon. Néanmoins, avec l'engouement généralisé pour l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus d'outils faire leur apparition. Je pense notamment aux outils que Google a mis en ligne récemment, comme LearnAI, qui permet de démocratiser justement cette intelligence et cette manière de programmer pour au final proposer des solutions adaptées à un peu tout le monde. Et là, justement, il y a plus ou moins un risque de savoir qu'est-ce que les gens vont en faire, comment est-ce qu'on va s'en sortir avec toutes ces petites intelligences artificielles. Alors bien évidemment, elles n'ont pas un niveau d'intelligence particulièrement élevé puisqu'elles répondent en général à une seule tâche, mais néanmoins, le marché se développe. Tout à fait. Justement, je rebondis sur ça, Lambert. Je te remercie, Adèle et Lambert. Merci, Adèle, pour justement le rappel historique et justement la provenance de ces algorithmes, etc. Je voulais rebondir justement sur les différents domaines où on peut utiliser justement ces intelligences artificielles. Alors les domaines, c'est assez simple au final, puisque j'ai envie de dire tous les domaines sont sujets à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Non, de manière plus précise quand même, on va dire tous les domaines où il y a suffisamment de données à traiter. Tout à fait. Puisqu'il y a... Alors effectivement, l'intelligence artificielle a fait son apparition. Alors pour moi, je la situe plutôt au niveau des années 57, au moment où les premiers vrais réseaux de neurones ont vu le jour, d'un point de vue au moins théorique. Donc ça s'appelle un perceptron, c'est un réseau de neurones qui imite en fait le fonctionnement du cerveau de manière ultra simplifiée. Et donc ces réseaux de neurones qui sont apparus dans les années 57 étaient complètement inutilisables puisqu'à l'époque on n'avait ni la puissance de calcul ni les données nécessaires pour les entraîner et pour aboutir à des résultats. Donc l'intelligence artificielle a connu deux vagues d'engouement et de déception. Donc la deuxième étant plutôt dans les années 2000. Et donc là maintenant avec le big data dont on entend parler tous les jours et la démocratisation et le partage massif de données et l'enregistrement avec des disques durs de plus en plus volumineux, on peut entraîner des algorithmes à apprendre des choses et à prédire d'autres choses. Et justement les prédictions, on en a besoin pour un peu tous les domaines, donc notamment en banque, en assurance pour prédire si un client va rester ou non dans les vidéos, les ouais, tout à fait, voilà. Les vidéos de surveillance, d'un point de vue militaire, bien évidemment, où on entend parler régulièrement d'applications. Donc, comme on disait, en surveillance, récemment, on a vu passer des vidéos de systèmes chinois de tracking et de surveillance contre le crime et ce genre de choses. Donc là, pareil, c'est un domaine d'application très très large. Et donc pour le coup, ça peut aller d'une petite application d'un commerçant jusqu'à des applications de sécurité à une grande échelle, quoi. Ça peut aller du commerçant qui veut gérer le stock de ses produits, l'optimiser, je dirais plutôt, puisque gérer, il le fait déjà, mais au moins l'optimiser. Et d'ailleurs, à ce propos, on estime que l'intelligence artificielle peut permettre des marges de bénéfices d'au moins 5%. Donc c'est aussi ce qui justifie cette espèce d'engouement à toutes les échelles au final. Si je peux intervenir. Moi qui suis architecte, je me pose, pardon, excusez-moi. Moi qui suis architecte, donc je me pose la question, on parle souvent de cette intelligence artificielle, on parle d'architecture numérique, de smart city, on parle de ces choses-là ces derniers temps.
Et en fait, est-ce qu'on pourrait qualifier justement tout ce qui est tous les ateliers, là, Fab Lab, où il y a les maquettes 3D, etc. Est-ce qu'on peut considérer ça comme intelligence artificielle pour justement gagner du temps, organiser le chantier, etc. Mais du coup, en fait, je penserais directement à ce que tu as abordé tout à l'heure, Adèle, sur la question de l'impact sur l'emploi. Justement, c'est la question que j'allais poser en fait. Quels sont les domaines où actuellement l'intelligence artificielle fait mieux que l'homme? Du moins pour l'instant. Au futur, on dit que ça va nous remplacer, mais du moins pour le moment, quels sont les domaines où elle fait mieux que nous en fait? Alors, l'intelligence artificielle, moi je suis très soucieux de le replacer toujours dans le contexte de ce qu'on appelle de la calculabilité. Oui. Voilà, l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme dans tous les domaines où une machine peut faire un calcul plus rapidement qu'un certain nombre de personnes. Voilà, donc c'est une question de temps et de rapidité, quoi. Absolument, et surtout d'exécuter une tâche pour laquelle il a été entraîné et programmé. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai que la sémantique, le mot intelligence, la sémantique fait croire qu'il y a une forme d'intelligence, mais il ne faut pas la comparer, à mon avis, à l'intelligence humaine, parce qu'elles n'ont rien à voir. Ce sont deux domaines complètement différents. L'intelligence humaine. Oui, tout à fait, ouais. Oui, l'intelligence humaine est une intelligence innée qui évolue. Voilà, qui a évolué avec l'apprentissage et qui est doué de capacités de déduction qui ne sont pas encore atteintes par les machines. Mais les premiers travaux d'Alan Turing, c'était sur ce qu'on appelle le décisionnel. C'est la prise de décision. C'est est-ce qu'une machine est capable à un moment donné de prendre une décision, et si la décision qu'elle prend, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Et c'est pour ça que si on revient sur le prédictif, ce qu'on appelle le prédictif, qui à mon sens aussi doit être appelé en français, si on s'attache à la langue française, il faut l'appeler ça le prévisionnel et non pas le prédictif, parce que le prédictif c'est la prévision, c'est pas la prévision. La prédiction, c'est Madame Irma dans sa roulette avec la boule de cristal qui fait des prédictions. Mais faire des prévisions, c'est effectivement le commerçant qui va vouloir analyser toutes les données en sa possession, appliquer des algorithmes plus ou moins évolués d'apprentissage qui vont corréler une quantité très grande d'informations diverses pour pouvoir donner des tendances d'analyse et donner des prévisionnels qui guident les hommes vers de meilleures décisions. Mais de toute façon, ces prévisions-là et ces données, c'est l'humain qui les donne à la machine. Oui, absolument. D'ailleurs, la phase d'apprentissage, elle passe par l'humain. Et donc maintenant, sur l'impact sur le travail des hommes, il y a bien évidemment certains métiers vont disparaître. Certains métiers qui requièrent juste, c'est un peu réducteur, mais juste des travails répétitifs dans le monde du traitement de l'information. Et là, je pense par exemple aux rédacteurs je pense à certains métiers. Par exemple, si on prend les huissiers, si on prend les avocats, si on prend les assureurs, la rédaction de certains documents, par exemple, aujourd'hui, ça ne nécessite plus l'intervention humaine. C'est des documents qui peuvent être rédigés automatiquement, par exemple. Donc, on peut imaginer certains postes de travail qui ne seront plus utiles. Mais c'est aussi le rôle de la société de se préparer à ça et de former une nouvelle génération de métiers qui vont devoir apprendre aux machines à bien interpréter les données, parce que quand on parle d'IA, il va falloir penser peut-être à des métiers d'éleveurs d'IA. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des gens qui vont aider l'algorithme à bien apprendre et à bien comprendre ce qu'on est en train de lui ingérer, surtout avec la prolifération des plateformes d'apprentissage et de facilitation, de vulgarisation d'intelligence artificielle. On sera obligé d'être attentif à la formation de ceux qui vont manipuler ces bouts de code ou ces bouts de programme pour qu'on ne tombe pas dans des mauvais usages. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas garanti. J'ai une question pour vous, Monsieur Ben Youssef.
Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, une intelligence artificielle pourra prendre conscience d'elle-même? C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'elle est intelligente, on va dire, pour qu'elle existe. Voilà, pour qu'elle existe. Alors si c'est une question pour moi, je ne pense pas que c'est une direction, dans laquelle on devrait commencer à réfléchir, parce que de toute façon, si on revient au basique, à mon avis, une machine ne peut pas prendre conscience d'elle-même, tout simplement parce qu'une machine n'a pas de conscience. Et on ne peut pas, avec toutes les évolutions numériques, on ne peut pas créer la conscience. La conscience, c'est Yann LeCun qui donne cet exemple, qui est le responsable des IA de chez Facebook. Un enfant, quand il apprend tout seul, il a des phases d'apprentissage, et au bout de quelques observations, il est capable de prendre des décisions ou de faire des déductions. Par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est de voir qu'un enfant est capable de comprendre par lui-même qu'un objet ne tient pas tout seul dans l'air. Tout à fait. Par exemple. Tout à fait. On vient de recevoir un commentaire qui dit que la conscience, on peut pas définir la conscience en fait. Non, mais je voulais dire que, par exemple, j'ai vu récemment une intelligence artificielle qui a appris à marcher toute seule. C'est-à-dire que les programmateurs l'ont lancée. Alors, je vous invite à Bordeaux. D'accord. D'accord. Je suis hébergé. Non, mais c'est très intéressant. D'accord. Je suis hébergé au sein de l'école NSERV Matmeka qui a un laboratoire de robotique. Qui d'ailleurs, l'équipe de robots humanoïdes française a gagné la Coupe du monde de football de robots humanoïdes indépendants pour la 2e année consécutive face à la Chine, et l'année précédente c'était face au Japon. Donc, ce sont des robots humanoïdes qui apprennent à marcher. Et je vous invite à venir voir leurs travaux, comment ils leur apprennent à marcher. Très bien. Excellent. Pour que vous preniez une connaissance, c'est très facile après quand on regarde certaines vidéos. Ces vidéos sont surprenantes. Moi aussi, je les ai vues de Boston. Exactement, c'est ça. C'est de Boston. Voilà. Elles sont très très intéressantes. Mais quand on connaît un peu la technique de l'apprentissage de la robotique, ces robots ont été entraînés, programmés, pour faire exactement ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire se déplacer sur un parcours bien déterminé, réagir à certaines réactions bien déterminées, et ainsi de suite. En dehors de ce contexte-là, la machine ne peut pas comprendre. Donc là, on parle d'intelligence. Donc là, on parle d'intelligence artificielle faible, c'est ça? Alors, on appelle ça l'intelligence artificielle. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est très compliqué. Comment? Parce qu'on a tendance à le rendre à notre échelle, à notre humain, et puis l'homme n'aime pas avoir cette idée qu'une machine va le dépasser. Alors, ça le rend anxiogène. Il y a une autre phrase d'Alan Turing que je retenais qui était très très intéressante. Il dit par exemple que la conscience, pour que l'humain, il prend conscience que par exemple l'eau est vitale pour lui parce qu'il en a besoin. Alors que la machine, elle ne sait pas que l'eau est mauvaise pour elle. C'est clair. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pour ça qu'on parle de la conscience. On est sur un autre registre. On est sur des années-lumière. Maintenant, moi, je crois à une autre forme d'intelligence collective. Elle peut générer d'autres formes d'intelligence humaine, qui sont des intelligences collectives. Très bien. C'est le sujet qu'on a traité la semaine passée, mais je veux rebondir sur un point. Vous avez parlé de dépassement. J'aimerais vous parler de singularité technologique. Donc, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle atteindra ce point critique dit singularité? D'après ce que vous voyez sur le terrain. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'effectivement c'est possible, sans rentrer dans le débat de qu'est-ce que la conscience, etc. Et d'ailleurs pour l'histoire de l'apprentissage à marcher, alors je suis d'accord que le marketing de l'intelligence artificielle reste en avance sur l'intelligence artificielle à proprement parler. Tout à fait. Néanmoins, chez n'importe qui, on peut le reproduire. Avec les bons algorithmes, on place un robot virtuel dans un environnement virtuel et il apprendra de lui-même à se déplacer. Exactement. De la même manière qu'on peut apprendre à un Snake à résoudre son jeu, etc. Absolument. Au final, il apprend vraiment sans comprendre. C'est là toute la nuance.
il n'est absolument pas conscient de ce que ça veut dire marcher, de ce que ça veut dire mettre un pied devant l'autre. Tout ce qu'il sait, c'est que s'il fait pas ces actions-là, il perd des points. Donc un peu comme nous, si on n'avance pas dans la vie, on a faim, on a soif et on va de plus en plus mal. Pour lui, c'est exactement pareil. Il y a une notion de bonus, de malus, enfin, Très bien. quelque chose qui le motive, on va dire. On a une question de Mohamed qui dit comment lutter contre l'usurpation d'identité avec le deepfake. Est-il possible de lutter contre... Oui, parce qu'on réagit en fait en direct aux questions en direct qui nous sont posées. Donc là, il parle de deepfake, ces logiciels qui prennent des visages d'autres personnes qui les mettent sur d'autres têtes. Et il parle d'usurpation d'identité. Donc, si quelqu'un peut répondre. Je sais pas si on aura une réponse ce soir. Non, parfait. Moi, j'ai une autre question. Alors, si, on peut quand même donner juste... D'accord. À l'heure actuelle, la plupart de ce que génèrent des algorithmes, que ce soit pour la reconnaissance ou pour le mixage de photos, peu importe, c'est quand même fait par des algorithmes et c'est hyper sensible, à l'heure actuelle en tout cas, à certaines formes de hacking. Ouais. Je pense notamment à certaines photos qui étaient passées au crible d'algorithmes, oui, où ça représentait un panda et on rajoutait un filtre absolument invisible à l'œil nu. On changeait en fait quelques pixels dans l'image, on mettait du bruit tout simplement. Ouais. Et après, du coup, l'algorithme détectait à 99% que c'était un singe au lieu d'être un panda. Alors que nous, en tant qu'humains, il n'y avait aucune différence. C'était absolument invisible. D'accord. De la même manière, il y a des chercheurs qui développent des toutes petites, des petits carrés, on va dire, colorés, qui placent sur une photo ou sur un objet. Et quand l'algorithme essaye de détecter ce que c'est, il détecte complètement l'opposé, juste à cause de ce micro rectangle coloré. Voilà, donc c'est, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est vraiment facile, enfin, avec des bons outils, on va dire, et la bonne connaissance, de connaître les limites des algorithmes de génération et de faire la différence entre le vrai et du faux. Ouais. Même si c'est pas toujours trivial. Parfait. Moi, j'ai une autre question pour vous. Quels sont les pays actuellement les plus développés en termes d'éducation d'intelligence artificielle? Parce que je sais que la donnée, c'est un enjeu important actuellement. Mais est-ce que la France est vraiment à la hauteur en termes de développement d'intelligence artificielle actuellement? Quel est le constat que vous avez? Ouais, puisque vous êtes sur le terrain. Que ce soit sur la ressource humaine ou sur le développement. En France, non, on est assez bien doté en termes de chercheurs. J'ai plus les chiffres, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a énormément de laboratoires de recherche en France qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Notamment, on a entendu parler du laboratoire de Facebook qui est ouvert à Paris. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un certain intérêt à venir faire de l'IA en France. Il y a aussi beaucoup de cursus de formation. Mais là, je suis pas le mieux placé pour en parler. Et aussi, en France, on a régulièrement des débats publics, ce qui n'est pas du tout négligeable, puisque ça montre d'une part l'engouement des politiciens et d'autre part de la population qui sont prêts à suivre. Je pense notamment au débat de Cédric Villani qui a commencé fin d'année dernière et qui se poursuit encore aujourd'hui, dont les résultats ne devraient plus tarder. Il me semble que c'est dans un mois. Et après, il y a plusieurs autres débats publics qui ont été ouverts, ainsi qu'un rapport du Sénat qui justement essaye de traiter un peu de tous les enjeux de l'intelligence artificielle et de comment est-ce qu'on peut réguler tout ça. Ouais. Donc on a un commentaire qui dit que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine car elle a été inventée par lui-même. Oui, tout à fait. Mais lorsqu'on écoute par exemple Laura Alexandre, et quand même, moi personnellement, lorsque j'écoute Laura Alexandre, j'ai peur. On dirait que c'est de la science-fiction. Mais ce qu'il dit, c'est pas aussi faux. Parce qu'en fait, selon Elon Musk, une intelligence artificielle peut créer des guerres pour créer de la demande, l'offre, pour générer des profits dans la finance. Quand même, ça fait peur pour ceux qui maîtrisent pas le sujet comme moi. Après, pour assurer un petit peu, enfin même si moi je pense pas que ça aille aussi loin, mais quel serait l'intérêt
pour une IA qui est dématérialisée et mais c'est qui par exemple n'est pas dépendante du monde réel comme nous, Ouais. de générer des guerres et de gagner de Non, l'argent. mais par exemple, si elle est programmée pour générer du profit. Par exemple, une IA est programmée pour générer du profit et elle a accès à toutes les données. Par exemple, elle a accès aux données de pays, etc. Donc, elle peut jouer sur les données pour créer, déclencher des conflits, etc. pour générer des profits. Enfin, dans le sens où, voilà, vendre tel produit, etc. Mais ouais, parce qu'en fait, elle aura accès aux données qui seront qu'elle fera, enfin qu'elle traitera à sa guise. Voilà. C'était ça la thèse. Ouais, c'est la thèse de Laurent Alexandre, je crois. C'est Elon Musk. Elon Musk, ouais, voilà. Ouais, donc en fait là vous mettez le point sur un sujet qui est très délicat aujourd'hui, qui se traduit par ce qu'on peut appeler la souveraineté numérique. Ouais, vous savez, l'Europe s'est réveillée il y a très peu d'années, hein, c'est-à-dire peut-être il y a 2-3 ans, s'est réveillée en réalisant qu'elle n'avait pas le contrôle de l'économie numérique mondiale. Si vous regardez un petit peu l'Europe sur la map monde, en fait l'Europe est entre les États-Unis qui eux sont les détenteurs de toutes les plateformes d'usage numérique actuelles, et de l'autre côté vous avez l'Asie qui est on va dire là où sont fabriqués tout le matériel, tout le matériel numérique. Et donc on se retrouve nous en Europe en fait au milieu en étant tout simplement des fournisseurs de données, fournisseurs d'intelligence, fournisseurs de compétences, sans pour autant pouvoir avoir le contrôle de quelque façon que ce soit sur nos patrimoines digitaux. Et quand on voit aujourd'hui avec la digitalisation massive et demandée auprès de tous, tout le contrôle se fera grâce à la bonne ou mauvaise gestion de la donnée. Et la donnée, hein, donc dans le monde du big data, on disait bien que c'était le pétrole de demain. Exactement. Encore faut-il que ce pétrole-là soit bien traité et traité de façon convenable. Bien évidemment, aujourd'hui... C'est la gestion, l'entretien justement de ces machines qui produisent cette intelligence. Voilà, donc aujourd'hui, s'il y a les débats auxquels faisait référence Lambert tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle, s'il y a un mouvement soutenu de par les pouvoirs publics pour soutenir tous les efforts en termes d'excellence sur l'intelligence artificielle, sur le big data, sur la cyberdéfense, qui sont trois éléments clés, c'est parce qu'aujourd'hui, la France veut se positionner sur je dirais pas sur ce marché-là, mais sur ce nouvel écosystème écosystème de gestion du numérique. Et sur ce domaine-là, il est aujourd'hui primordial qu'il y ait une prise de conscience au niveau de nos universités, au niveau de nos écoles, pour que le sujet ne soit pas juste traité à la marge, le sujet du big data, de l'intelligence artificielle, des problématiques de stockage et de la protection de la donnée personnelle, mais il faut aussi passer par l'éducation de nos usagers par rapport à certaines plateformes, et notamment les plateformes de réseaux sociaux. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'engouement du GAFA sur la santé, on peut se poser des questions. Amazon, par sur exemple. Comment... Oui, absolument. Amazon, Apple aussi, hein, qui a lancé sa plateforme de sécurité sociale, entre guillemets, pour ses employés. Exactement. Mais pour moi, c'est de l'expérimentation à grande échelle avant de passer à une offre probablement grand public. Exactement. Donc, donc en passant par les objets connectés. Et donc, ça pose question. Ça pose question sur justement quel est le devenir de ces données et comment on va pouvoir réguler pour rassurer et assurer une souveraineté économique par rapport au digital. Oui, j'ai une autre. Je voulais rebondir justement sur justement l'impact de cette intelligence artificielle. Donc, d'un point de vue premièrement sur l'emploi, deuxièmement sur la santé et troisièmement sur l'économie.
Parce que ce qui dit intelligence artificielle, c'est quelque chose qui doit coûter cher justement pour les entreprises ou les industries ou les écoles ou les universités qui doivent s'équiper de ces moyens-là de nouvelles d'intelligence artificielle. Alors, en fait, je voulais avoir un peu l'impact qui peut s'engendrer sur les 3 points d'emploi, d'économie et de santé surtout. Comment vous voyez la chose en fait? Est-ce qu'avec cette intelligence artificielle, on aura plus de demandeurs d'emploi, c'est-à-dire on n'aura plus besoin, que ce soit dans les banques, dans les centres commerciaux, dans les bureaux, etc. On aura peut-être plus de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, le taux du chômage est très élevé. Est-ce qu'avec ces nouvelles méthodes, justement, on aura plus de demandeurs d'emploi? Et pour équiper justement tous les services avec ces nouvelles méthodes, ça demandera quand même une bonne économie, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Et est-ce que justement les pays sont prêts à investir dans ces nouvelles méthodes, quoi? Alors, ce sont des très bonnes questions. J'aimerais répondre par une question en retour. En 1900, lors de la première révolution industrielle, est-ce qu'il y a eu plus ou moins d'emplois qui ont été créés au final? Non. Plus. Voilà. Là, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, ça représente une révolution intellectuelle au final, puisque au lieu de systématiser les tâches physiques et manuelles, on simplifie et on automatise des tâches de niveau intellectuel, comme de la génération de texte, de la synthèse, de l'analyse d'images, etc., etc. Donc, même s'il y a énormément de rapports qui sont très alarmistes, comme là, par exemple, j'en ai un sous les yeux, qui dit perte de 5 millions d'emplois dans le monde d'ici 2020, suite donc à l'intelligence artificielle, pour seulement 2 millions de nouveaux métiers créés. Donc ça ferait un déficit de 3 millions d'emplois en 2020. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est un rapport parmi tant d'autres, mais d'un autre côté, des fois, j'en lis qui prédisent complètement l'opposé, comme là, j'en ai un autre, 8 millions d'emplois créés en 2022. Pourquoi pas? Enfin, l'idée derrière tout ça, quand même, c'est que c'est très difficile d'anticiper, puisque la plupart des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Et dans 10 ans, la plupart des métiers, donc on estime 85%, n'existent pas encore aujourd'hui. Mais après, excusez-moi, on doit voir la source des rapports, parce qu'ils peuvent être rédigés par des cabinets qui sont impliqués dans l'intelligence artificielle. Et donc, moi, ils essaient chacun de faire pencher dans le sens de ce qu'ils veulent démontrer. C'est ça, exactement. J'ai une autre question. Je crois que je sais pas si Adèle veut rebondir sur la question de Oudin avant que je pose ma question. Oui, alors moi je rejoins tout à fait Lambert sur cette idée que de toute façon le rapport va être positif et surtout pour les métiers comme la santé. Par exemple, au niveau de la santé, quand on voit la puissance des IA pour analyser par exemple de l'imagerie médicale, surtout dans ce domaine-là, l'imagerie médicale pour la détection de cancer, pour détecter des cellules, des pathologies. Et donc, quand on voit la puissance de ces algorithmes, on ne peut que se féliciter qu'on ait enfin des assistants, des assistants aux médecins, parce que le médecin, ça va l'aider à prendre de bonnes décisions, et ça va probablement souvent raccourcir les cycles de traitement et sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui ont été mises en œuvre dans le domaine du médical, que ce soit pour l'accompagnement par exemple de tout ce qui est soins aux très grands prématurés, tout ce qui est maladie liée au cancer, tout ce qui est aussi accompagnement de la vieillesse, donc accompagnement pas forcément à domicile, mais accompagnement, et tout ça, ce sont on va dire, des points positifs en faveur de l'IA. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut se priver de ça en disant oui, ça va détruire du travail. Bien évidemment, certains métiers
vont ne plus indubitable. avoir de raison d'être, hein. Comme aujourd'hui, vous savez, prenez n'importe quel secteur d'activité, il y a plein de métiers qui ont disparu en moins de 10 ans. Vous prenez par exemple la réparation automobile, ne serait-ce que la réparation automobile. Il y a plein de métiers dans la réparation d'automobile qui n'existent plus parce que toutes les voitures aujourd'hui sont plutôt électronisées. Il y a plein d'électronique dedans. Et puis il y a plein de métiers qui se sont créés, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Oui. Donc forcément, quelqu'un qui avait un CAP il y a une quarantaine d'années, qui n'a pas évolué, qui est resté cloîtré dans son domaine d'activité, qu'on n'a pas accompagné, qu'on n'a pas cherché à faire évoluer non plus, aujourd'hui peut toujours se retrouver sans travail. Et ça va être pareil avec des pans entiers d'informaticiens. Et moi, je le vois parce que je donne des formations. Enfin, j'enseigne aussi à l'université de Bordeaux et dans d'autres écoles de digital privé à Bordeaux. Il y a certaines formations dans le numérique qui n'auront plus lieu d'être d'ici quelques années. Et pourtant, on forme des étudiants à ces métiers-là. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'il est urgent qu'on se remette en question et qu'on rebatte un peu les cartes pour faire un peu de prospective et voir ce qui est utile pour l'avenir par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, la technologie est accessible. C'est pas une technologie qui n'est pas accessible. Donc, tout est accessible. Et d'ailleurs, les plateformes comme Google IA, AI ou comme par exemple Watson sont des plateformes d'initiation aux algorithmes et au développement de toutes ces problématiques, enfin de toutes les solutions liées à l'IA. Donc c'est à nous d'agir localement, systématiquement pour impulser de nouvelles Est-ce que ça coûte cher en termes financiers? Est-ce que ça coûte cher d'équiper les institutions par ces intelligence artificielle, quoi? Alors moi, là-dessus, je résume par une phrase très très simple qui dit ça coûte toujours pas cher pour celui ça coûte toujours pas cher pour celui qui ne veut rien faire. Donc celui qui veut rien faire, c'est toujours gratuit, donc il n'y a pas de problème. Pour rebondir sur allez-y, pardon, tu peux continuer, Adel. Donc bien évidemment, il va falloir investir, bien évidemment, mais c'est des investissements, c'est pas des coûts, c'est pas un centre de coûts, il faut le voir en termes d'investissement pour l'avenir. Donc quand on investit pour l'avenir, on n'a pas d'IA encore qui va nous prédire combien ça va rapporter. Oui, en fait. Alors on a quand même les estimations. Oui, on a des estimations. Oui, de l'ordre de 5% de bénéfices. Mais le plus gros problème, ça reste quand même que c'est un investissement R&D à la base et que les grandes entreprises, elles peuvent se le permettre. Mais la plupart des PME ne peuvent pas se permettre d'investir du budget en se disant, grâce à l'intelligence artificielle qu'on va développer dans notre laboratoire R&D, on gagnera 5% de plus par an qui couvriront les frais de R&D dans X années. Absolument. Et ça, c'est le plus gros problème et c'est ce qui donne un peu l'hégémonie au GAFA dans ce secteur-là, qui devrait d'ailleurs prendre 60% des parts de marché d'ici 2020, ce qui est quand même assez énorme, surtout quand on voit l'importance que va revêtir l'intelligence artificielle. C'est vraiment tout cet aspect-là, moi je pense sur lequel il faut le plus s'interroger et voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle déjà pour éviter justement qu'un acteur s'empare de la totalité du marché très rapidement grâce à sa puissance de calcul phénoménale qu'il a et que nous on peut pas se permettre. Oui. J'ai une autre question. C'est par rapport au transhumanisme. Jusqu'à où on peut aller parce que c'est une question plus sensible. Cette question-là revient à chaque fois, donc il est intéressé par ces questions. Oui, en fait, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et cette discussion avec vous aujourd'hui, j'ai beaucoup tiré profit. En fait, ça m'a éclairé beaucoup de choses et j'aimerais avoir votre avis par rapport au transhumanisme. Je sais que moi, je suis pour les nouvelles technologies, je suis pour le progrès. Mais en fait, j'ai lu des articles qui disent qu'on peut augmenter le QI des personnes, c'est-à-dire augmenter les inégalités, etc., etc. Donc, ça m'a un peu fait peur. Je sais pas votre avis, vous, les experts, par rapport à ça.
Vas-y, Adèle, je t'en prie. Alors, moi, le transhumanisme, au transhumanisme, enfin, je vais opposer une autre idée qui est élaborée par Joël de Ronet, qui est l'hyperhumanisme. Donc l'humain augmenté. Ouais. Non, Ça c'est l'intelligence collective grâce aux intelligences artificielles. D'accord. Alors, le transhumanisme, c'est l'homme augmenté à qui on va rajouter de nouvelles fonctionnalités. Hein. C'est comme si on faisait des add-ons, comme les navigateurs web, on rajoute des add-ons et puis on va devenir hyper intelligent, voilà. Donc d'ailleurs même Elon Musk travaillait sur non, c'est Jeff Bezos ou Elon Musk, je me rappelle plus, qui travaillait sur un casque pour alimenter les neurones avec des pulsions exactement. qui permettaient c'est de Elon. Donc pour moi le transhumanisme ce sont des questions égocentriques. Parce que c'est moi, comment je veux devenir encore plus moi. C'est une vision de l'humain qui est centrée sur lui-même, qui n'est pas centrée sur l'autre. L'hyperhumanisme, c'est de dire comment aujourd'hui cette technologie qui va nous permettre de nous interconnecter, qui va nous permettre de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement, qui va nous permettre comment est-ce qu'on va, nous, êtres humains, on va l'utiliser à bon escient pour développer de nouvelles facultés cognitives et de nouvelles façons de penser. C'est-à-dire de penser au-delà du simple intérêt et au-delà de nos relations. Regardez aujourd'hui comment un réseau social comme Facebook peut générer comme intelligence collective. On est en train de faire un podcast sur l'intelligence artificielle, voilà, et qui est écouté de par plusieurs auditeurs qui interagissent en même temps, qui posent questions et ainsi de suite. Exactement. Ça, pour moi, c'est le début d'un. Imaginez encore une prolifération d'IA qui sont là pour ce qu'on appelle nous dans le big data du data for good, c'est-à-dire pour le bien, pour résoudre des problèmes d'êtres humains. Imaginez la puissance que nous allons accumuler à utiliser ces différentes facultés d'interaction pour augmenter nos capacités d'interconnexion, de raisonnement, de déduction, de résolution de problèmes et ainsi de suite. Exactement. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette révolution qui a démarré il y a on va dire une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années et qui est la révolution digitale. Tout à fait. C'est un message, on va dire, optimiste de l'avenir, contrairement à la vision un peu J'aimerais rappeler. Excusez-moi, pardon. J'aimerais rappeler l'épisode de Microsoft avec son intelligence artificielle qui s'appelait Tay, qui a été lancé sur Twitter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Si, bien sûr. Ouais, et elle a été, on va dire, elle a été en contact direct avec des trolls sur Internet. Ce qu'on appelait des trolls, c'est des gens qui lancent des commentaires un peu. Ah, c'est tout le problème là. Exactement. Et ensuite, elle a appris avec eux des choses qu'elle n'était pas censée apprendre. Et du coup, on a perdu le contrôle sur cette intelligence artificielle. Ils ont été obligés de l'enlever, de la désactiver. De la désactiver. Exactement. Donc ça, est-ce que c'est pas un problème qui est propre à l'intelligence artificielle parce que il y a une perte de contrôle, c'est-à-dire quand on le lance, on peut avoir des problèmes de suivi, par exemple. Alors je vais rejoindre Adèle sur ce qu'il disait tout à l'heure par rapport aux données. D'accord. Effectivement, une IA, elle s'entraîne à partir de données et elle apprend ce qu'on veut bien lui donner. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes éthiques. Puisque, par exemple, on se rend compte sur les algorithmes d'apprentissage par rapport aux images qu'elles ont tendance à être plus ou moins biaisées au niveau d'un point de vue plutôt raciste et sexiste. Exactement, c'était ça. Puisqu'elles ont très souvent le même type de photos d'apprentissage, puisqu'on utilise des bases de données qui sont gratuites en libre accès ou pas forcément gratuites. Voilà, et que ces bases, elles prennent des photos comme elles le veulent. Et après, tous les algorithmes s'entraînent à partir de là. Mais du coup, si à la base, les images représentaient toutes des Européens blancs de sexe masculin, du coup, les algorithmes auront plus tendance à
à favoriser ce type de population, car on leur a appris qu'ils perdent moins de points à répondre faux sur un individu issu d'un autre continent, par exemple. Tout à fait. Très bien. Il y en aura vu moins. Donc sur ces bonnes paroles optimistes et ces idées assez optimistes aussi pour l'avenir et l'usage justement de l'intelligence artificielle, je remercie tous les intervenants d'aujourd'hui. J'en sors convaincue et j'ai appris pas mal de choses avec vous, Adel, Lambert, Red, Nassim. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était très enrichissant. Vous allez pouvoir retrouver ce podcast sur les chaînes YouTube. On vous enverra le lien tout de suite après le direct. Vous pouvez le réécouter. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet d'actualité. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette nouvelle façon de faire les podcasts, le direct. Et puis je donne la parole à tous les intervenants pour un dernier mot. Adel, Lambert. Moi, je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'était très instructif et c'est toujours agréable d'échanger avec d'autres personnes sur l'intelligence artificielle. Le sujet étant extrêmement vaste et on ne sait jamais où commencer ni où ça va finir. Mais là, ça va, on a réussi à garder les choses assez bien cadrées. C'était bien fait. Et du coup, je remercie évidemment tous ceux qui ont permis que je sois là, dont Hugues pour le groupe Intelligence Artificielle. Ouais. D'ailleurs, il fait du très bon travail, on tient à le remercier. Il fait du très bon travail. Ouais, exactement. Et ça rejoint d'ailleurs du coup la notion d'intelligence collective. Exactement. D'ailleurs, c'est un groupe qu'on va recommander par la suite aux personnes, aux auditeurs qui sont intéressés par le sujet. Et au même titre, du coup, Pensée Artificielle qui me soutient. Bien sûr, bien sûr. Et tout le monde autour, bien évidemment. Très bien, merci. Merci à vous, Lambert. Merci. Et toi, Adel, un dernier mot? Un dernier mot, c'est qu'on essaye d'éviter les personnes qui ne développent pas une intelligence positive quand on aborde ces sujets-là, parce que ça reste quand même des sujets sérieux sur lesquels on doit toujours prendre le temps de la discussion, de la réflexion et surtout de la lecture. Moi, je conseille vivement qu'on ne s'arrête pas au dernier buzz du moment, mais qu'on aille regarder des livres qui traitent du sujet, qui ne sont pas forcément issus du monde numérique, mais qui traitent du sujet. Je cite encore un livre de Joël de Ronet, son dernier livre qui s'appelle La Symphonie du vivant, très bien. Qui est sorti il y a quelques jours, et qui est d'un optimisme éclairant sur la question de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on devrait aussi, pas forcément s'en inspirer, mais adopter une attitude positive et surtout veiller, rester très très vigilant sur les mauvais usages, les mauvais comportements. Nous agissons en tant que citoyens pour le bien de tous, parce que les mauvais usages peuvent avoir une répercussion sur l'ensemble. Donc l'idée, c'est de rester bien évidemment optimiste, mais néanmoins vigilant par rapport aux usages. Et le dernier point, c'est gardons nos données protégées. C'est dur de... Que chacun veille sur ces petites données qu'il libère au gré des smartphones, des réseaux sociaux, et qu'il les protège consciencieusement, parce que c'est ce qui nous sauvera. Merci beaucoup, Adel. Au plaisir d'échanger avec toi prochainement. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.